Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent et c'est votre rendez-vous du dimanche soir sur Sud Radio, votre moment de détente à l'écoute de ceux qui excellent dans leur chemin, quel soit-il. Les mots qu'il écrit lui permettent de tout dire, du désespoir sentimental à l'instabilité d'une génération devenue cinquantenaire. Et oui, il va même jusqu'à régler son Oedipe avec sang et sang-froid et une certaine forme de cruauté dans son dernier roman, Crédit illimité, sorti au Diable Vauvert. Nicolas Ray est un écrivain pour qui les mots ne sont pas loin de l'image, puisqu'il a réalisé, mais aussi car vous le connaissez, chers auditeurs, dans vos petits écrans. Et oui, Nicolas Ray est aussi homme de télé. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Judith. Bienvenue. Merci. Dans cet excellent, vous le savez, pas de barrière, pas de débat chaud, mais de l'échange et du plaisir à le faire. Normal, me direz-vous, pour l'émission qui crée le lien sur Sud Radio. Il a débuté sa carrière dans le monde de la sécurité informatique, notamment en tant que directeur Europe du Sud chez BitGlass. Mais sa passion première, arrêtez-moi si je me trompe, est bien la politique, au service de tous. Karim Bouamran est le maire PS de la ville de Saint-Ouen depuis 2020 et fait rare si ce n'est unique. Il est à la tête de la ville qu'il a vu grandir, devenue une des incontournables du bassin parisien par son dynamisme notamment. On va lui demander entre autres comment il a réussi ce tour de force. Bonsoir Karim Bouamran. Bonsoir Judith. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bienvenue sur Sud Radio Nicolas Ray. Merci de m'accueillir comme ça. C'est un grand plaisir. Je suis ravi de... On est là pour exceller. Oui, je suis ravi de faire partie de l'excellence un peu. Ouais. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas la dernière a priori. Non. Alors Nicolas Ray, vous avez écrit un Crédit illimité et vous avez Crédit illimité aussi, tant les barrières chez vous n'existent pas, en tout cas dans l'écriture. Et ça tombe bien puisque c'est le titre de votre tout dernier roman, on l'a dit, ça vient de sortir au Diable Vauvert. Alors expliquez à mes auditeurs pourquoi je vous dis ça, s'il vous plaît. Pourquoi les barrières n'existent pas ? Parce que j'ai un peu touché à tout. J'ai été à la fois chroniqueur à la radio. J'ai fait 15 ans sur France Inter avec Pascal Clark. Je me suis levé à 5h30 le matin. Vous connaissez ça par ici aussi sur Sud Radio. Vous avez connu ça. Donc voilà, mais c'était important pour moi parce que j'écoutais la radio adolescent et donc je voulais rendre hommage à ce média-là aussi. Tant que j'ai pu le faire, quand ça s'est arrêté, j'étais pas mécontent de mettre mon réveil plus tard. Mais voilà, et puis j'ai fait de la télévision, j'ai fait de la presse écrite, j'ai fait du cinéma, j'ai fait un court-métrage notamment. Voilà. Qui a été primé. Et en fait... Ça, oui, parfois on m'a reproché ça, c'est vrai. Et vous avez la même chose dans l'écriture. C'est pas de la dispersion, c'est vraiment du no limit, quoi, pour le coup. Ce qu'on retrouve dans votre dernier livre. J'ai retrouvé la même chose, on reprochait un peu la même chose à Cocteau, de se disperser, c'est-à-dire de faire des poèmes, des dessins, du cinéma, des romans. Et il répondait, je ne me disperse pas, je cherche juste une place fraîche sur l'oreiller. Je trouvais ça joli comme réponse. Et c'est très français aussi de dire la dispersion quand on fait plein de choses. Alors c'est mal vu, faut rester dans des cases un peu, voilà. Mais moi j'aime bien chercher une place fraîche sur l'oreiller. Alors, dans le Crédit illimité, donc je le rappelle, sorti au Diable Vauvert, il y a votre père, le père du héros, pardon. Évidemment pas le vôtre, que vous décrivez, parce qu'en plus, justement, je vous cite, quand on écoute sa description, c'est un maître en manipulation, en racisme, en népotisme, en perversité, et en plus, c'est un grand patron, un homme à abattre. C'est ça. Voilà. Alors je me demande forcément si c'est vous qui voulez le tuer, le personnage, qui veut tuer ce grand patron, ce père, ou si c'est cette société bien pensante que vous dénoncez aussi peut-être malgré vous dans ce livre. Là, avant tout, ce que j'ai voulu faire, c'est un polar, un petit Turner. Et donc c'était important qu'il y ait que le lecteur se sente un peu... avec le narrateur, un peu dans l'obligation de vouloir assassiner cette personne, pour après le regretter. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait dans le crime, c'était pas le crime en soi. C'est le fait que une fois qu'on fait cet acte, après, on n'est plus jamais seul. Après, c'est comme Crime et Châtiment, comme moi, j'ai adoré ce film de Woody Allen, Crimes et Délits. C'est-à-dire qu'après, ce mort vit en vous, il vous habite. Et vous n'êtes plus jamais tout à fait heureux. Et justement, ça m'intéressait. C'est ça exactement, Judith. C'est-à-dire que, en fait, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est quand on n'est pas manichéen. Et donc, ce type-là, j'en ai fait dans la première moitié du livre, dans les premières pages, un mec a priori dégueulasse. Assez détestable. Et puis voilà. Et puis ce qui m'intéressait, une fois qu'il était plus là, c'est qu'on finisse par l'aimer. Puis il y a eu énormément. Là, aussi, je divulgage un peu. Voilà, il y a des souvenirs qui reviennent à la surface. Il y a ce type qui se réveille la nuit parce qu'il a fait
quelque chose, il peut pas revenir dessus, et voilà, Mais et il sera il vit plus bien, jamais quand tout à même. fait heureux. Ouais, il vit bien parce que j'aime bien les trucs un peu amoraux, quoi. Léo Ferré disait que l'inconvénient avec la morale, c'est que c'est toujours celle des autres. Ouais. Donc voilà, moi ça m'intéressait ce truc un peu amoral, mais en même temps, le mec, il sera à jamais totalement toujours incomplet, totalement à jamais inachevé quand même, Bien à cause sûr. de ça. Et alors cet homme-là, ce grand patron, il est aussi aimé, il inspire la confiance à ceux qui le côtoient dans le monde Oui, professionnel. Ça, Donc, ça m'intéressait. voilà, c'est autant le grand patron qui va licencier Oui, il sans, est très sans aimé de compter, ses salariés. et en même temps, Ouais. il est très aimé. Il a une façon, par exemple, j'ai connu ça d'un grand patron, il disait à ses salariés comment vous allez, et il attendait Qui répondent. qu'ils répondent, mais qu'ils répondent vraiment. C'est-à-dire, il y avait je vais bien, mais il attendait vraiment la réponse. Dans le silence, en Dans tenant le la main. silence, voilà, en tendant la main. Et la réponse arrivait, et la vérité arrivait au bout d'un certain temps. Et ça m'intéressait aussi beaucoup, le côté charismatique parfois qu'ont ces grands monsieur. Ça, quoi. c'est un truc qu'on fait en politique aussi, Oh oui, Karim Bouamrane, certainement. hein. On serre la main et on attend la réponse. Bon, ça dépend. Si on aime les gens, on serre la main et on attend le retour, comme le décrivait dans le protagoniste du roman de Nicolas, où parfois c'est uniquement pavlovien, on serre la main et on se barre et on n'entend pas la réponse. Mais je pense que la différence qu'il y a entre celui qui serre la main en attendant le retour et celui qui l'a fait de façon pavlovienne, c'est aimer les gens, tout simplement. Ça Oui, veut c'est dire ça. qu'on peut être un grand pervers, un grand manipulateur comme ce grand patron et en même temps aimer les gens, Nicolas. Oui, c'est ça qui est intéressant, qui est ambigu. En fait, ce qui est intéressant chez l'être humain, c'est aussi son ambiguïté, son côté paradoxal. Oui. Et parfois, chez les grands patrons, c'est pas que des pourris. Il y a aussi, il y a C'est une aussi des humanité, mecs bien, quoi. il y a aussi un amour de leurs hommes, de leurs salariés. Et voilà. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de jouer sur les deux. C'est-à-dire que ce grand patron, avec ses enfants, il se comporte comme la Il est pire des assez ordures, terrible, ouais. mais avec ses salariés, c'est un type formidable. Ça m'intéressait de voir les deux, quoi, en fait. Et alors, Nicolas Ray, vous décrivez aussi un peu notre contemporanéité. Hein. Vos mots, ils sont assez cinglants lorsque, par exemple, vous racontez la nouvelle assistante de votre héros, Diego Lambert, cette Aline qui, je vous cite, il ne sera jamais tenté de harceler sexuellement. Alors, la critique physique sur fond d'humour noir face à la période MeToo, c'est un peu une transgression assumée chez vous. C'était voulu, ça, hein? Oui, non, Ouais. en fait, c'était en hommage. En hommage à ma grand-mère qui disait, en fait, quand elle trouvait un garçon ou une fille pas terrible, il disait elle est de celle dont on ne dit rien, ou il est de ceux dont on ne dit rien. Alors je trouvais ça terrible comme truc. Et donc voilà, c'était une façon de faire un clin d'œil, en fait, quoi. D'accord. Et le harcèlement sexuel, ça vous est pas venu dans la tête qu'à un moment donné... Sexuel, Bah oui, parce non, qu'elle il ne peut sera pas la jamais harceler, tentée là. de la harceler, Ah oui, justement. il peut pas. Ah non. Ah oui, oui. Mais sinon, il le ferait peut-être, c'est ça la Ah question. oui, non, ouais, c'était un clin d'œil. Non, Ouais. mais on peut encore un peu. Parce qu'on peut aller chercher loin derrière. Ah oui, vous oui, savez. mais vous êtes un peu. Ah ouais, vous êtes très. Je vais chercher Ah ouais, loin. vous Je avez lis bien les livres. Vous avez l'œil. Ouais, vous avez un regard remarquable. Non, là, c'était. Je pense qu'on peut encore se permettre un peu d'humour dans. Oui, dans heureusement, la littérature. on a encore le Heureusement. droit de rire. Heureusement qu'on est un peu. Voilà, j'espère, Et alors, putain. Nicolas Ray, vous écrivez également que la morale est l'arme du ressentiment. Alors ça, c'est une phrase vraiment qui marque aussi. Est-ce que c'est votre définition de la morale, ça? Voilà, je me méfie vachement Ouais. des gens qui veulent. Ou par exemple, j'écoutais il y a pas longtemps une politique dont je ne citerai pas le nom, mais elle n'est pas socialiste. Je vous rassure tout de suite. Elle a beaucoup de ressentiment d'ailleurs par rapport aux socialistes, je trouve, qui disait qu'elle voulait interdire l'humour par rapport aux LGBT, par rapport. Oui, on voilà. n'a plus le droit de rire. Ouais. Et ça me fait très peur en fait, parce que elle disait qu'il fallait des règles avec l'humour. Et donc je me dis, il faut faire gaffe à ça, parce que il faut les règles, enfin les règles, il y a des règles à l'humour, c'est la loi en fait, ça c'est Ça important. voudrait dire qu'on interdirait des proches. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, Mais des ou- proches aujourd'hui, ils seraient certainement censurés. Karim Ouais. Bouamrane. Et Probablement. ça, faut faire. Enfin, je sais pas, faut être vigilant par rapport à ça, je trouve. Ouais. Et alors, vous mettez quand même le doigt sur des sujets, sur le cynisme, sur la cruauté de notre monde, sur effectivement ces gens qui vont être licenciés du jour au lendemain sans qu'on crie gare. Et justement, ce héros qui va essayer de retourner cette situation, Oui. c'est aussi une forme de dénonciation de ce qu'on vit aujourd'hui. Un petit Oui, peu. ça m'intéressait. Cette déshumanisation, en fait, hein, c'est ça ça. m'intéressait de faire de cet anti-héros un peu qui est Diego Lambert, un peu sarcastique au départ, un peu revenu de tout. Bon, bah son père, parce que c'est le début du livre, lui dit ok, je te file 50 000 euros parce qu'il est ruiné. Ouais. Mais tu dois licencier 15 salariés dans une de mes usines à Saint-Omer. Et au départ, lui, il est plutôt d'accord. Ouais. Il se dit, il voit ça de loin, il se dit, ok, je le fais. Et puis, il va découvrir que derrière ces salariés,
se cachent des personnes faites de chair et de sang, avec un passé, une histoire, une mélancolie au fond des yeux. Il va pas trouver le courage de le faire, ou plutôt si il va trouver le courage de ne pas le faire, et l'énergie de ne pas le faire. Et ça m'intéressait de voir d'un seul coup. Totalement déplaire à son père. Hein. Oui, totalement. Ouais. Et ça m'intéressait de voir d'un seul coup un mec, un peu comme dans un film de Frank Capra, quoi, un mec un peu devenir socialiste. Dans le bon sens du terme, quoi, au sens où moi j'ai mis Mitterrand en 81, voilà, quoi, la chanson de Barbara, Regarde, voilà, quoi, ces choses-là, quoi, ça me plaisait beaucoup. Alors ce livre, redonner cette, pardon, je vous ai interrompu. Je vous en prie, Nicolas Ray, terminez votre phrase. Non, je préfère vous écouter. Ben non, on est là pour vous écouter, vous, enfin. Comme ce livre, il tue le père, et vous l'avez dédicacé au vôtre. Pourquoi vous avez fait ça ? Parce que mon père, c'est toute ma vie, quoi, vraiment. Je l'aime énormément. Là, j'arrive pas à être très très drôle avec ça. Là, je viens d'emménager dans l'Essonne avec mon amoureuse. Il m'a filé plus qu'un coup de main, quoi. D'accord. Il a refait l'électricité. Vous avez un père merveilleux, quoi. Ouais. Il l'a lu, votre bouquin ? Ah, il a lu. Il a aimé pas ouf. Mais si. Mais à chaque fois, il a lu tous mes livres, mon père. Ouais. Et je me souviens, les 2 premiers, il m'a rien dit. Et le 3e bouquin, il m'a juste dit, c'est bien, c'est vachement bien, Nico. Mais il m'a juste dit, je savais pas que t'étais aussi triste. Et ça m'a fait de la peine. Je dis, papa, c'est juste un bouquin, quoi. C'est cool et tout. Il me dit, non, on me l'a fait pas à moi. C'est un peu un exutoire aussi, un livre. Mais ouais, c'est un truc. Et là, je suis un peu moins triste dans celui-là, donc j'espère que ça va. Bon, le problème, c'est que le narrateur bute son père, quoi. Mais bon, ça va s'arranger avec les prochains. Et Rex, on Oedipe aussi, finalement, non ? Le narrateur, c'est une fiction. Je me suis expliqué. Putain, je vous parle pas de vous, je parle de Diego Lambert, là. Avec son début. Mais en même temps, c'était pour faire un patch Turner que j'ai fait ça. C'est voilà, quoi. Ça marche bien. Merci, c'est gentil. Et alors, dans la trame narrative, il y a également l'homme piégé, en l'occurrence Diego Lambert, qui va piéger à son tour. Il n'y a pas de pardon dans son acte. Est-ce que c'est justement le pardon, c'est presque une notion trop chrétienne ou trop moraliste, justement, Nicolas ? Non, disons qu'il va trouver une sorte de rédemption en fait dans une histoire d'amour en revanche, parce que là aussi il était au bout de sa vie et depuis 2 ans il était en analyse avec une psy dont il était secrètement amoureux et il va conclure jour, avec un matin, psy. Ben moi ça en fait je voulais faire ça parce qu'en fait depuis des années je faisais des analyses avec des psys, garçons comme filles, et à chaque fois je faisais des transferts de ouf et à chaque fois je me prenais des râteaux terribles. Et là je me suis dit, moi dans un bouquin ça va marcher. Il va se la faire. Ouais. Et donc j'ai fait le truc comme ça, c'est-à-dire qu'un jour il arrive et c'est cash, quoi, il lui balance en vrac, en cœur sa déclaration d'amour et en fait elle, a priori, Diego, c'est le pire des trucs qui puissent lui arriver, quoi. C'est pas un mec stable, c'est pas un mec fiable. Elle est, comme on dit, cette expression terrible, elle est bien en ménage, quoi. C'est terrible d'ailleurs cette phrase. Elle est bien rangée, quoi. Elle est bien rangée. Elle a un mari, 2 enfants, un garage, certainement des patins dans sa baraque de cinglés, mais il lui manque une petite pointe d'amour dans tout ça. Et donc Diego va arriver et ça va un peu bouger les choses. Et donc ça m'intéressait de voir comment une fille a priori armée pour ce genre d'épreuve psychologique va y aller quand même, alors qu'il faut pas y aller, quoi. Alors que, mais bon, vous savez comment ça se passe. C'est le fantasme absolu, finalement. Ouais. En amour comme à la guerre, tous les coups sont permis, sauf qu'à la guerre, non, quoi. Donc, Parlons vrai sur Sud Radio, et c'est le cas avec l'écrivain Nicolas Ray et son roman Crédit Illimité sorti au Diable Vauvert. Ne ratez pas le maire de Saint-Ouen, Karim Bouhamrane, c'est juste après ça, restez avec nous. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, chers auditeurs. C'est un bon choix. C'est excellent ce soir, comme tous les dimanches, avec l'écrivain et chroniqueur Nicolas Ray, rejoint par le maire de Saint-Ouen, Karim Bouhamrane. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Judith. Bonsoir, Nicolas. Alors, Karim Bouhamrane, vous êtes maire de Saint-Ouen dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Pour mes auditeurs, quand même, Saint-Ouen, c'est la ville où est implantée la région Île-de-France. Il y a le bien connu marché aux puces, il y a le siège de la DGSI, bientôt celui du village olympique des JO 2024, bientôt l'académie aussi de Tony Parker, l'académie de basket. C'est aussi les familles et les gens du quartier qui sont là depuis toujours et qui vous ont vu grandir. Donc c'est aussi votre famille, Karim Bouhamrane.
Ouais, tout d'abord, c'est une consécration de ma carrière de me retrouver ce soir avec Judith Belair et Nicolas Ray. 8 mai 1973. Oui, ils ont la date de naissance en commun. Tout à fait d'à côté. Non, franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour Nicolas. Et à l'époque, quand lui se levait à 4h30, moi je l'écoutais à 6h30, 7h. Donc, merci beaucoup. Non, mais vraiment, c'est pas du tout formel comme propos. Sur Saint-Ouen, oui, c'est une continuité dans un parcours. J'ai été élu en 1995. J'ai toujours eu une vie parallèle entre ma vie au départ estudiantine, ensuite professionnelle dans la cybersécurité et le militantisme politique. L'un servait l'autre, l'autre servait l'un. La cybersécurité me permettait de voyager et puis de découvrir des mondes nouveaux tout en gagnant correctement ma vie et pour avoir libre pour pouvoir faire de la politique et pas être assujetti à une organisation sur le plan pécuniaire, sur le plan social. C'est ce qui m'a permis de mener à bien ce parcours collectif, parce que c'est une histoire c'est une bande de potes ordinaires qui se connaissent depuis des années, qui militent ensemble et qui grandissent dans le même quartier, dans le même territoire, et qui se disent on va récupérer notre ville parce qu'on a des idées, on a une vision. Et se retrouver ville, du coup, maire de la ville qui nous a vu grandir, il y a quand même un symbole important pour vous, j'imagine, ne serait-ce que parce que vous y êtes ancré, quoi, c'est vos racines. Hein. Mais honnêtement, je vais pas faire l'histoire du c'est un rêve ou le symbole. J'en avais strictement rien à faire, moi, du symbole. C'est vraiment une suite logique des choses. Quand je suis. C'était reprendre la main sur chez vous. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. C'était une suite logique des choses. Et sans prétention aucune, hein, je savais que j'allais être maire. Vous saviez que ça allait venir, même après la défaite. Bien sûr. Même la défaite de 2014, parce qu'effectivement, il y avait une grosse défaite en 2014. Et le plus difficile dans la vie, c'est pas de gagner, c'est de perdre. Et moi, j'étais né entre 95 et 2014, donc j'avais couvert plusieurs postes, maire adjoint, vice-président, et dans ma ville. Donc je connaissais tout le monde. Il y a mes parents, mes amis, les frères, les sœurs, tout le monde. Et quand on perd en 2014, là on est dans la cave entre 2014 et 2020. Donc là c'est dur, c'est 6 ans, c'est long. C'est une Coupe du Monde, plus des JO. Donc faut les gérer quand même. Et puis voilà, puis on continue, on bosse, Et j'étais très sensible à ce que disait Nicolas sur son père. Et la première chose qu'on a faite, nous, c'est de dédier ça à nos parents, parce que c'est eux qui ont ouvert le bal. Ça doit être une sacrée consécration pour vos parents, Karim Bouamrane, quand même. Moi, je suis plus fier d'eux qu'ils sont fiers de moi. Parce que c'était faire ce qu'ils ont réussi à faire. De vous élever, quoi, et de vous faire devenir maire, en fait, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça, parce qu'ils viennent du Maroc dans les années 60, il y a le déracinement, il y a l'exil, et surtout, il y a capital socio-culturel de mon père relativement bas, analphabète, et ma mère plus middle class marocaine, donc ça va, elle avait un background culturel un peu plus élevé, mais surtout relativement pauvre. Donc pour donner les moyens d'être l'architecte de sa propre vie, il a fallu le faire. C'est pas évident. Moi, en tant que parent, c'est relativement simple. Avec le background culturel, avec le background éducatif et socio-économique, bon, c'est pas très compliqué même si c'est compliqué d'être parent, mais c'est relativement plus simple que pour eux. Est-ce que vous vous rendez compte, Karim Bouamrane, que vous êtes un symbole de la réussite républicaine ? Non, franchement non. J'ai pris conscience qu'on avait un impact pour une génération. Ça oui, tardivement, parce que franchement les choses se font de façon hyper logique. C'est comme si on dit à Nicolas Ray ou à vous, Judith, vous vous rendez compte que vous êtes reconnu dans la rue, vous êtes notre République. Non, je me rends pas compte. J'arrive, je fais mon boulot, je déroule, je délivre. Alors c'est pas au sens de la reconnaissance, c'est au sens du fait que ce que vous venez de raconter, c'est-à-dire que grâce à des gens comme vous, on se rend compte que l'ascenseur ou l'escalier, ça dépend pour qui, républicain fonctionne, social, ça fonctionne en France. Ouais. Je me suis pas posé cette question-là, mais vraiment jamais. Les choses sont vraiment faites naturellement pour moi. D'accord. Par envie, par passion. Ouais, par passion. Et puis l'envie, exactement, l'envie, la passion, le plaisir. Je me suis toujours dit j'ai toujours déterminé ma quotidienneté en fonction de mon objectif. Et l'objectif, c'était, j'aimerais bien redonner à ma ville, à ma région, à mon département, à ma région, à mon pays, ce qu'il m'a donné, d'une part. Et puis surtout, j'ai des idées, j'ai une vision. Le progrès partagé, pour moi, c'est une idée. Alors, vous avez notamment un exemple de votre engagement à Saint-Ouen, votre concept SAFE, une ville sécurisée, apaisée, fraternelle et écologique. Concrètement, qu'est-ce que ça donne, justement ? Ouais, ça, on s'est réveillé un jour, on s'est dit, on va faire un pied de nez à tous ceux qui stigmatisent le fait qu'on balance la sécurité, c'est pas qu'à droite, des anglicismes. Non, mais souvent des anglicismes. Ils nous disaient, Karim Bouamrane, l'anglicisme, il se prend pour un Américain parce que j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, etc., etc. Donc j'ai dit, c'est quoi, on va faire un truc marrant. Ouais, marrant, pas marrant dans le sens mais genre un truc un peu second degré. On s'est dit, tiens, on va lancer l'acronyme SAFE, sereine, apaisée, fraternelle, écologique. Donc concrètement, c'est tout ce que vous faites.
il faut une vision. Et nous, la vision qu'on porte, c'est le progrès partagé. Et c'est un oxymore. La ville doit progresser, mais que tout le monde se dise, tiens, je bénéficie de ce progrès. Et ça se décline en 4 axes. Le premier, cher à nous tous, la démocratisation de l'excellence. Pas l'excellence, la démocratisation de l'excellence. Ça, c'est un projet politique. C'est pas l'élitisme, c'est un vrai... C'est comment faire en sorte c'est ce qu'on raconte ici, qu'on soit fromager ou PDG ou star du cinéma, on est excellent. Et parfait, c'est ce qu'on porte à Saint-Ouen, donc on veut le top pour tout le monde, que ce soit sur le plan urbanistique, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan social, donc ça c'est le premier point. Le second point, c'est le rayonnement, c'est la fierté. Le troisième point, c'est une ville où on se sent bien, la sécurité, et le quatrième, c'est le beau. Et le beau, c'est pas uniquement un moyen d'eux, c'est une finalité pour nous. Et si on remet du beau au centre du Games, là on rend les gens heureux, on rend les gens fiers, et on fait en sorte que on se dise, tiens, quand on est français, c'est un patrimoine quand même. On en est fiers. Est-ce que vous savez que certains médias vous ont surnommé le maire de combat? Le combat ? Ah non, je savais pas. Le maire de combat. C'est flatteur, hein. Ouais, c'est flatteur. Mais en parlant de combat, ce qui me touche vachement dans votre discours, dans ce que vous venez de dire, c'est quand vous avez expliqué que la mairie, vous l'avez gagnée dans la première défaite. Il y a une phrase que j'avais accrochée à un de mes murs quand j'étais adolescent dans ma chambre, c'est tu n'as pas désespéré, comment t'aurais-tu sourire? Et c'est ça, c'est comme les vrais grands boxeurs, quoi. C'est dans les défaites qu'ils apprennent le plus. On apprend. Et qu'il ait dit ça, moi ça me touche, quoi. Parce qu'on entend peu de politiques dire ça, quoi. C'est là où j'ai appris, quoi. C'est quand j'avais quand j'ai mordu la poussière que j'ai appris. C'est là où t'apprends le plus. Mais ce qui est drôle, Judith, c'est que par rapport à ce que dit Nicolas sur cet aspect-là, c'est quand on gagne, cette petite anecdote, quand on gagne, moi je crois énormément à la visualisation mentale. Donc la journée de la victoire, je l'avais visualisée 1 milliard de fois. Donc je savais exactement ce que j'allais faire, ce que j'allais dire. Ce qu'on projette dans la matière, ça nous revient, c'est ça que c'est exactement ça. C'est bien dit ça, vous avez fait du Arte, puis moi j'ai fait du Nutchen, on va dire. Non mais c'est ma philosophie. Non mais c'est ça. Donc on prévisualise mentalement, et quand on gagne, on se souvient que d'une chose, c'est de la défaite. Parce qu'on déteste la défaite. Et c'est là où on se dit on n'est pas fait comme les autres. Le haut niveau, c'est qu'on n'est pas fait comme les autres. Et quand on fait le parallèle avec les sportifs de très haut niveau, ou d'autres comédiens, ou des réals... Les compétiteurs, quoi. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, parce que moi, je voulais pas perdre. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont fait confiance. C'est aussi la résilience qui vous a permis de ne pas perdre, Karim Bouamrane. Parce que quand on se prend une défaite, pour se relever, c'est pas toujours simple. Donc il faut avoir une capacité d'ingestion qui permet de transformer ça ensuite, quoi. La résilience, la détermination, la volonté de redonner à toutes celles et ceux qui vous entouraient. Et il faut avoir aussi de l'ego. Parce que je voulais pas perdre, surtout. Non, mais c'est ça, faut dire la vérité. Il y a un ego au bout d'un moment. Parlons vrai sur Sud Radio. Je voulais pas me réveiller le matin. Il y avait mes parents qui me regardaient, il y avait mes enfants. C'est dur quand vous rentrez le soir. Moi, je me souviens de 2014, quand je rentre le soir. Bon, vous montez les marches, les gamins vous regardent. Alors, papa, t'as perdu. Et moi, je perds pas, quoi. Donc voilà, faut remonter, faut retourner, faut se battre. Et puis surtout, encore une fois, il y a une équipe qui vous a fait confiance. Bien sûr. Donc vous n'êtes pas tout seul, ouais. Alors, Karim Bouamrane, la politique, c'est l'art du combat et aussi du compromis. Est-ce que vous arrivez à faire les deux? Le combat, oui. Le compromis, oui. Le consensus, oui. La compromission, jamais. D'accord. Jamais de compromission. La compromission, expliquer aux auditeurs la différence. Ouais, la compromission, c'est se dénaturer, se dévoyer, c'est être le suiveur et c'est sortir de son couloir à des fins des calculs à 2 francs, à 2 euros, à 2 balles. Le compromis, c'est au bout d'un moment, c'est être toujours constructif, être positif et être parfois aussi pragmatique et ne pas oublier que ce qui doit prévaloir, c'est pas son ego, c'est l'intérêt général et c'est le projet pour lequel on a été élu. Donc, et c'est ce qui manque un peu aux gens. C'est pour ça que les gens ils sont dégoûtés de la politique. Oui, parce vous pensez ? Déjà, c'est pas funky. C'est un peu ennuyeux, pour ne pas dire très, 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 très ennuyeux, pour ne pas dire très emmerdant. Ça manque de rêve, ça manque d'espoir partagé, ça manque de juice. Bon, et puis ça manque de sincérité aussi. Au bout d'un moment, les politiques, ils ont le droit de dire c'est des humains, ce sont des femmes, ce sont des hommes. Je me suis trompé. Rien que ça, dire ça à un politique qui dit ça, je me suis trompé. Franchement, je me suis trompé dans mes prévisions. J'ai cru que, mais je me suis trompé. On n'entend jamais ça. Hein. Non, non, parce qu'il y a une tonne de conseillers qui expliquent qu'il faudrait pas dire selon. Non, non. Il y en a d'autres qui écoutent pas du tout les conseillers. C'est pas génial non plus. Non, mais on se trompe tous les jours. Je veux dire, quand. Un bouquin, combien de fois vous devez raturer, refaire la phrase, la bonne phrase, c'est du tricot. C'est du tricot. Voilà, la vie, c'est un peu comme ça. Merci Karim Bouamrane. C'est excellent sur Sud Radio et on revient dans un instant avec l'écrivain qui parle bien, Nicolas Ray, et le maire de combat, on l'a dit, Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen. C'est en Seine-Saint-Denis. Restez là, nous on revient. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente
Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. C'est excellent ce soir, comme tous les dimanches à 19h, avec l'écrivain et chroniqueur aux 1000 mots Nicolas Ray et le maire engagé de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, Karim Bouamrane. Alors Nicolas Ray, on l'a dit depuis le début de cette émission, vous venez sur Sud Radio ce soir avec votre tout dernier roman, Crédit illimité, sorti au Diable Vauvert. Et pour la petite histoire, alors j'ai appris que vous êtes devenu écrivain presque par hasard suite à un chagrin d'amour. Oui, oui. Ça, j'adore cette histoire. Mais c'est pas rien, un chagrin d'amour. Suran disait que un chagrin d'amour, ça faisait d'un apprenti coiffeur un émule de Socrate. Moi, j'ai énormément appris de mon premier chagrin d'amour. J'ai lu beaucoup de romans à cause de ça, ou grâce à ça, j'ai vu beaucoup de films, j'ai écouté beaucoup de chansons, et puis du coup, je me suis mis à écrire un premier roman pour la faire revenir. En fait, j'écrivais, tu vois, vous voyez, j'écrivais. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais quoi que tu fasses, quoi que tu entreprennes, tu peux essayer de construire la Tour Eiffel, gagner Roland-Garros, être maire de Saint-Ouen, tu vas te prendre un râteau, ça va pas marcher, elle est partie. Quoi que tu entreprennes, ça ne va rien changer. Et j'ai trouvé cette information tellement injuste que j'ai viré toutes mes 100 premières pages et j'ai trouvé que ça nécessitait un roman pour écrire dessus. Donc voilà, c'était mon premier roman. C'était un retour à l'essentiel, quoi. Ouais. Et est-ce que vous vous projetiez écrivain avant ça ou pas du tout. Moi, au départ, ma passion, c'était vraiment le cinéma. La réalisation. Ouais. Je regardais très tôt, vers 13-14 ans, je regardais les Truffaut, les 400 coups, le domicile conjugal et tout, les Lubitsch, les vieux américains. J'adorais ça. Je me gavais de cinéma. Mon père m'avait acheté un combi. On l'aime bien, papa. Ouais. Je couperai le cordon. J'ai 50 ans. Vous l'avez tué figurativement, tout va bien. Oui. Il m'avait acheté un petit combi avec un lecteur VHS et je regardais des VHS. Voilà. Donc en fait, c'est un peu une route par hasard quand même. Tout ça. Complètement. Oui, c'était pas prévu. Et d'ailleurs, quand mon premier livre a été publié, je me suis dit bon. Il est publié, après je vais l'adapter au cinéma. Et puis bon, comme ça a pas trop mal marché, j'en ai fait un deuxième, puis j'en suis au 15e. Voilà. Ça, mais ça s'est fait comme ça en fait. Et vous, Karim Bouamrane, la politique, c'était pas par hasard du tout pour le coup, c'était une passion, c'était une envie. Comment ça s'est passé au début ? Ça s'est fait... Contrairement à Nicolas, il n'y a pas eu d'élément déclencheur. Je pense que l'élément déclencheur, c'est ma naissance. On a été, je crois, énormément... C'est un sacré élément déclencheur. Ouais, non, c'est ça. Non, je veux dire, j'ai ma sœur qui a 2 ans de plus que moi, qui est très douce, très calme. J'ai mon frangin, 4 ans de moins que moi, qui est très... Ils sont plus calmes que vous, quoi. Moi, je suis hyper calme, moi. Non, je suis hyper calme. Mais j'avais toujours l'aspect leadership. Donc, au football, à l'école. Et... C'était naturel, quoi. Ouais, c'est naturel. Mais je suis pareil, je suis fan de ciné, de musique. C'est les circonstances qui vous ont poussé sur la voie. C'est comment la première fois que vous décidez ça, c'est une bonne question, ça. Ouais. C'est une vision. Au bout d'un moment, j'arrivais pas à comprendre pourquoi, si Dieu existait, il faudrait s'en débarrasser. Léo Ferré. La préface, parce que l'avait cité préface tout à l'heure. C'est du haut niveau, ce soir. Fan de Ferré, a priori. Ça on trouve. Non, je me disais, punaise. Si il y a une puissance transcendantale, comment on peut accepter que je souffre autant sur le plan social ? Donc je me dis bon, ok, j'ai pas de marge de manœuvre là-dessus. Donc comment je pourrais agir sur le terrain concrètement pour être l'architecte de ma propre vie ? Et Marx, Sartre, Kierkegaard, voilà tous ces philosophes-là. Et puis du coup... vous vous êtes créé votre propre chemin, quoi. Vous avez construit avec... Ouais, et puis la formation politique aussi, parce que j'ai côtoyé la jeunesse communiste. Ouais, vous avez commencé au PC, hein. Ouais, j'y sais, jeunesse communiste. Et où il y avait une formation assez forte sur le plan de la matrice intellectuelle. Et puis il faut recontextualiser, c'était à l'époque de la bipolarisation Est-Ouest, c'était à la fin du mur de Berlin, c'était la glasnost, etc. Donc il y avait un contexte politique qui faisait que... Et puis j'ai toujours été fan aussi des blocs de l'Est, je sais pas pourquoi. Je trouvais que... Vous étiez fan des blocs de l'Est. Non, il y avait un côté... C'est la première fois que j'entends. Je vais vous dire franchement, non, parce qu'en fait on peut faire notre coming out, parce que... je pense qu'à 15-16 ans, ça cartonnait, j'étais à Paul-et-Loire, je faisais du russe, et je pense que ça cartonnait pour la drague avec les filles, de dire je fais du russe et je suis incollable
sur la politique de Rick Honecker, l'Allemagne de l'Est, sur le plan de redressement de Ceausescu. J'étais incollable. Vous draguez les filles en parlant du plan de redressement de Ceausescu, c'est très original. Accordez-moi 45 secondes. Juste, j'étais un as du marketing, un précurseur au niveau du marketing. Regardez, j'avais pas d'argent. Oui. J'avais pas de moyens de transport. Ouais. J'avais, on va dire, un visage relativement au-dessus de la moyenne. J'avais l'humour relativement au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce qui pouvait me permettre d'attirer des filles assez intéressantes, si ce n'est la culture et l'humour? Les sapiosexuels, quoi, en plus. Hein. Pardon, les sapiosexuels, ce sont les filles qui sont séduites par le cerveau. Oui, j'ai compris ça. Non, mais je le dis pour les. Mais à l'époque, je ne connaissais pas le mot. Donc... il arrive à rendre glamour l'Europe de l'Est. C'est classe, quand même. Donc voilà, les 15 secondes de coming out. Ben voilà, on le saura. J'adore l'idée. Nicolas Ray, vous êtes écrivain clairement, vous êtes homme d'image, on l'a dit, puisqu'avant de devenir écrivain, on l'a dit aussi, vous vouliez devenir réalisateur. Métier auquel vous vous êtes aussi essayé pour la première fois en 2014, avec La Femme de Rio, que vous avez écrit et co-réalisé. Alors vous avez écrit vous, et vous avez co-réalisé avec Emma Lucchini, et vous jouez avec Céline Salette. Et alors c'est un court-métrage qui a eu quand même le César du meilleur court-métrage en 2015. Donc quand vous faites un truc, vous le faites, quoi. Hein, voilà. Ouais, ça a bien marché. Voilà. Et vous le faites jusqu'au bout, parce que pour avoir un César, il faut vraiment avoir travaillé le moindre détail, etc. Ouais. C'est comment l'excellence dans le cinéma? C'est aussi dans le moindre détail? Oui, c'est aussi l'école de la frustration, parce que vous écrivez un scénario au départ. Jusqu'ici tout va bien. Vous pensez naïvement que le scénario que vous avez écrit va donner exactement ce qui est à la fin à l'image. En fait, c'est pas du tout ça. Ouais. Non, il y a plusieurs versions dans le scénario. Et puis arrivent les journées de tournage, ça se passe pas du tout comme prévu. Arrive le montage qui se passe pas du tout comme prévu. Arrive le court métrage, voilà. Et qui se passe comme prévu à la fin ou pas du tout? Oui. Enfin voilà, c'est une autre aventure. Et alors pour le César, on est vraiment pas au courant en fait, parce que moi, c'était il y a longtemps, donc il y a prescription, je peux le dire. J'étais en clinique à l'époque, en cure de désintoxication. Voilà, c'est une période de ma vie qui est derrière moi à présent. Et donc, on m'avait donné l'autorisation de sortir pour les Césars. Et j'étais vraiment sûr que je l'avais pas. Et donc, je me suis dit, voilà, j'y vais de 20h à 22h30 et je rentre après. Et il se trouve que je l'ai. Vous l'avez eu. Donc après, photocall, interview, dîner. Je peux me permettre de poser une question? Vas-y, Karim. Et quel effet ça vous a fait quand vous apprenez que le César, vous l'avez? C'était quoi? C'était consécration, maintenant je suis reconnu ou heureux? Ça fait quoi comme sensation? Une surprise, un peu, mais vous savez, c'est drôle parce qu'on en parlait sur la défaite et tout. Moi, j'ai toujours eu, alors c'est peut-être une différence entre vous et moi, Karim, moi j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour les moments où j'ai perdu plutôt dans ma vie. Et j'ai par exemple, j'ai eu le prix de Fleurs, j'ai un meilleur souvenir de l'année où je l'ai pas eu que l'année où je l'ai eu, où les gens me détestaient parce que je l'avais eu. C'est très étrange. Hein. Et l'année où j'ai eu le César, j'en garde pas un très bon souvenir. En plus, j'étais dans cette clinique. Voilà. Est-ce que ça vous a aidé à vous en sortir, justement, de l'avoir reçu? Non, d'ailleurs, mais c'est ainsi, mais pour des raisons différentes. Juste termine, parce que quand je suis rentré, j'ai fait gaffe à rien consommer du tout, pas une goutte de champagne, ni rien. Et quand je suis rentré à 2h du matin, à la clinique, ils m'attendaient, ils avaient regardé la télé, l'infirmier, l'aide-soignant, hyper heureux, en me disant, écoutez, on comprend, on vous fait pas le test d'alcoolémie, on vous fait rien. Et là, j'ai dit, vous me faites la totale, quoi, parce que j'ai tenu bon, j'ai rien consommé. Donc là, je tenais à ce qu'on me Donc c'est une deuxième victoire ce soir-là, quoi. C'était une vraie victoire ce soir-là. Ouais, c'est plutôt cette victoire-là dont je me souviens que le César, en fait, d'avoir tenu bon et de pas avoir consommé pendant toute cette soirée où il y avait vraiment la tentation qui était partout. Alors, vous êtes aussi Nicolas Ray, chroniqueur à la télé également. Vous l'avez été notamment avec Éric Nolot, qu'on connaît bien sur Sud Radio. Hein. Il est dans le Grand Matin maintenant, le vendredi matin. Et puis avec Cyril Hanouna, par exemple. Alors, pourquoi ces médiums d'expression-là? Pourquoi il faut passer aussi par l'oral chez vous et pas que par l'écrit? Et est-ce que ça va ensemble? Éric Nolot, c'était une super aventure. C'était sur une chaîne qui n'existe plus. On se marrait, quoi. Vraiment, je faisais des éditos marrants. Et puis, je garde un très bon souvenir je suis pas resté longtemps avec Cyril Hanouna, mais c'était un type, je sais qu'il est de bon ton de le décrier, mais moi,
Quand ça allait pas trop bien dans ma vie, je le regardais, je m'amusais follement en le regardant. Tout le monde a le droit de l'aimer. Je trouve qu'il a un talent fou et que ces chroniqueurs ont vraiment le don d'avoir du recul sur eux-mêmes et de savoir jouer leur rôle. Et pour avoir été quelques jours chroniqueur à leur place, je peux vous jurer que c'est pas facile ce qu'ils font. Donc voilà, je crache pas dans la soupe. J'ai bien aimé faire ça. Vraiment. Ouais. Ouais. Et quel rapport entre l'écriture et l'oral pour vous? Est-ce que c'est aussi important? En fait, oui, c'est important. Dans mes chroniques radio, par exemple, il y a une oralité. Et par exemple, quand j'écris, mes chapitres sont courts. Et quand je les termine, je les relis. Et si le chapitre résiste à l'oralité, je me dis qu'il tient la route. Je me dis qu'il est bon. Si j'arrive à le relire oralement, si ça sonne juste. Et vous, Karim Bouamrane, c'est comme ça que vous travaillez aussi vos discours, etc. Vous avez besoin qu'il y ait une musique? Oui, exactement. Il y a plusieurs types de discours. Il y a le discours type commémoration classique, où là, il y a une musicalité qu'on maîtrise parfaitement. Mais quand il y a un niveau de solennité forte, là, je travaille sur une musicalité comme un opéra. Donc un démarrage, un moment, ça monte, après ça redescend, la scansion, le silence. Ouais, et j'adore la musique. Et j'orchestre énormément sur un tempo musical et avec un moment un scénar, parce que il faut prendre les gens. Et derrière, il y a l'aspect sincérité, il y a l'aspect. Et c'est ça, il y a aussi l'authenticité du discours qui touche. Et surtout, faut écrire pour les gens. Ouais. Si vous commencez à écrire pour vous, je parle pour mon domaine, je me permettrai pas de c'est pareil. Mais si c'est pas généreux, si on n'est pas dans le don, c'est de la merde. Ça sert à rien. On est dans l'auto-promo, on est dans l'auto-like. Voilà, vous faites un truc et vous likez vous-même. C'est nul. Moi, c'est pareil, je me mets à la place du lecteur. Quand je relis, je vois. Tu donnes, quoi. Ouais. Parce que c'est la moindre des choses, en fait. On écrit pour eux, en fait, je pense, avant tout. Ils le ressentent, hein. Mais c'est marrant, vous me faites penser à un film que j'ai vu il y a pas longtemps, avec un film sur la politique avec Isabelle Huppert et Reda Kattem, qui est formidable. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Les directeurs de cabinet sur le coup de l'enroi, tout ça. Sur une ville de banlieue, et ils se sacrifient pour leur ville à la fin. C'est magnifique. Enfin, je ne vais pas raconter la fin, mais c'est magnifique ce film. C'était une question que j'allais vous poser. Vous pouvez me répondre à ça très rapidement, Karim. Est-ce que vous sacrifiez des choses pour votre carrière politique, justement, pour votre ville? Qu'est-ce que vous sacrifiez? J'aime pas le mot sacrifice, parce que ça signifie qu'on le fait de façon négative. Dans la vie, je pars du principe qu'on peut pas tout faire. Et effectivement, oui, quand vous passez 15 heures par jour dans votre ville au service de l'intérêt général, faut que ça vous procure du plaisir. Moi, la notion de plaisir est importante, et on peut pas faire d'autres choses. C'est moins de temps pour sa famille, moins de temps pour les activités cinématographiques, moins de temps pour c'est la vie. Mais c'est pas un sacrifice parce que vous êtes heureux, en fait. Non, oui, exactement. Et puis c'est pas subi, c'est voulu. Et franchement, on fait partie des 10% des gens qui ont la chance de faire ce qu'ils aiment. Et en bonne santé. Et avec ceux qu'on aime autour de nous. Je suis un privilégié, donc j'ai le sourire et j'ai les bonnes énergies tous les jours. Et on aime ça sur Sud Radio. On va continuer cette émission. Restez avec moi. L'écrivain Nicolas Ray et le maire de Saint-Ouen sont avec vous sur Sud Radio. Karim Bouamrane, vous restez avec nous. C'est excellent. Et on revient dans un instant. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi. C'est excellent comme chaque dimanche. Si vous nous rejoignez, il nous reste encore un petit quart d'heure ensemble avec l'écrivain du réel Nicolas Ray et le maire incarné de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Karim Bouamrane, on va reparler un petit peu de République quand même. Et je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous constatez un désamour de la jeunesse pour ces valeurs que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, sans oublier évidemment la laïcité, qui est un terme très important de nos jours? Je ne suis pas le porte-parole des jeunes. Dans votre jeunesse de Saint-Ouen. Mais nous, à Saint-Ouen, on a un attachement très fort aux valeurs républicaines. Preuve en est, on est la ville qui vote le plus du département. Donc on a, à Saint-Ouen, c'est ce que je dis souvent quand je parle de ma ville, de notre ville, on est 60 000, 55 000, il y a 55 000 maires, 55 000 entraîneurs du Red Star, 55 000 présidents du Red Star, 55 000 patrons de la DGSI, tout le monde a un avis sur tout. Mais je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour notre population, c'est-à-dire que tout le monde s'implique, tout le monde s'intéresse, tout le monde réfléchit, tout le monde propose, tout le monde crée des associations. Donc il y a un amour de la République. Après, en filigrane, si on est guetté par le spectre de la radicalisation ou la fracture
Non, non, parce qu'on est mitoyen avec 5 portes de Paris, on est une ville relativement riche, et il y a encore cette notion de service public, de proximité qui est fort. En revanche, quand vous regardez, quand vous regardez dans un peu plus loin, quoi. Votre question dans sa globalité, oui, effectivement, il y a une rupture d'une partie de la population, mais pas uniquement les Françaises et les Français issus de l'immigration. C'est je parlais de la jeunesse. Non, mais c'est moi qui en parle. Je veux dire, parce que ça aurait pu être cette partie de la population qui aurait pu être concernée, mais c'est les zones rurales qui sont complètement délaissées en termes abandonnées, diagonale du vide, les zones rurales, une partie des classes moyennes qui ont subi le déclassement, où il y a cette espèce de nostalgie du passé, d'angoisse du présent et d'aigreur de l'avenir. Et là, ils disent... C'est quoi la réponse à tout ça, alors ? Déjà la réponse, moi j'en veux énormément aux responsables politiques. C'est on a déjà ça fait depuis plusieurs mandatures où une partie de la population vote par défaut. C'est comment on arrive à écrire. C'est un problème d'incarnation aussi. Je pense que c'est un problème aussi d'utopie partagée, d'espoir J'ai entendu partagé. quelqu'un dire de notre président, bienveillance, par exemple, que c'est un fils et non un père, et que c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un fils ou non un père ? C'est un fils au sens psychanalytique, c'est un fils, c'est pas un père. C'est-à-dire qu'il incarne pas le rôle du père. Et que le nôtre, actuellement ? Oui. Je n'irai pas dans une explication freudienne de l'incarnation du président Macron. Ce que je vois simplement, c'est que depuis plus de 10 ans maintenant, depuis qu'on a une déliquescence des organisations politiques, et c'est pas pour rien que les deux grands partis traditionnels qui ont œuvré depuis la Ve République ont fait moins de 5%. On parle de votre parti aussi, hein. Mais bien sûr, on parle du LR et de mon parti. Le PS. Moi, quand j'ai vu LR à moins de 5%, ça m'a fait mal. Alors que j'ai combattu toute ma vie LR, mais ça veut dire que derrière, il y a une véritable décomposition politique, décomposition des organisations partidaires. Mais à côté de ça, parce que la question c'était la République et à qui la faute, je pense que le fait que l'objectif d'une bonne partie de toutes celles et ceux qui s'impliquaient, c'était pas servir un projet, mais se servir et être dans une logique de se faire réélire. Mais moi, quand on me dit attention, c'est bon. Mais non, si les gens pensent que ce que tu fais, c'est bien, automatiquement, même s'ils t'aiment pas, ils vont revoter pour toi. Et le problème, c'est que ce qui nous a manqué, je dis, ce qui nous manque actuellement, c'est un récit commun basé sur des valeurs de bienveillance, d'amour. Et ce n'est pas être dans le côté lyrisme à 2 balles. C'est quel espoir on arrive. Et vous discutez avec la génération de nos enfants, les collégiens, les lycéens, ou même les écoles élémentaires, primaires, maternelles. Mais vous rêvez de quoi ? Qu'est-ce qu'on leur donne ? Qu'est-ce qu'on en donne en termes de rêve ? Là, c'est uniquement, faut sauver la planète. C'est encore hyper anxiogène comme discours. Mais qu'est-ce qu'on leur donne en termes de partage, en termes de fraternité, en termes de bienveillance, en termes d'amour ? Et c'est ce qui manque, je pense, pour aujourd'hui au niveau du récit commun. Et moi, je suis convaincu que cette élite populaire, et c'est un oxymore, pas l'élite fermée, l'élite populaire qui vient du peuple, qui est ancrée avec les valeurs du peuple, je pense qu'elle doit, elle a sa part de responsabilité, et que ce soit Nicolas, que ce soit vous Judith, ou que ce soit moi, on en fait partie et on doit l'écrire tous ensemble. Bien sûr, et c'est ce qu'on essaye de faire ce soir. Nicolas Ray, justement, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est le rêve qui manque au récit commun, justement ? Est-ce que vous pensez pas que justement les écrivains et tous les gens de la culture en général ont un rôle très important à jouer là-dedans, justement, aussi ? Sur le rêve, oui, sur ce récit commun dont parlait aussi Karim. Oui, ce récit commun, moi je sais que tout à l'heure j'ai évoqué ce film, j'ai eu le temps de retrouver le titre pendant la pause. Le cinéma fait partie de ce rêve et de ce récit commun, la culture. Et ce film s'intitule Les Promesses, donc c'est avec Isabelle Huppert, je conseille à tout le monde d'aller le voir, et Reda Kateb, qui est un acteur, je crois qu'on adore tous les deux. Et il réinvente l'idée du politique en tant que citoyen au cœur de la cité, dans une ville de banlieue. Et c'est un film fantastique qui redonne espoir, qui redonne vie, et où on voit des politiques qui n'ont pas peur de rêver. Et voilà, et c'est exactement votre discours. Et ça, je trouve ça très touchant. Mais finalement, Nicolas Ray, pour faire rêver, il faut aussi s'inspirer du réel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh là là. Comment Vous avez vu comment on a posé là ? Ouais, c'est bien, c'est du Judith Belair. C'est une lucarne. Vous pouvez répondre aussi.
C'est... Refaites-la moi, Lise. Elle était bien, on la refait. Allez, on la refait. Allez. Je sais pas si je vais réussir à la refaire. Elle nous a fait sapiosexuel, elle nous a fait l'opéré, et là, elle nous a fait sa question. Elle était bien. Allez, refaites-la moi, pareil. Je dis, pour faire rêver, il faut s'inspirer du réel. Elle était moins bien. Elle était moins bien. Elle était un peu. Oui, vous m'avez perturbé, regardez, vous arrivez à me déconcentrer. Oui. Oui, il faut s'inspirer du réel, mais en même temps, le réel, c'est formidable. Le réel, c'est par exemple, le réel, c'est des odeurs qui sont parfois plus belles que n'importe quel parfum. Oh, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal aussi. Je vous dis, c'est du haut niveau. Je la regarde et je citerai Nicolas Ray. Voilà. Je sais pas. Voilà. Ouais, d'accord. Donc c'est le réel, ça peut être aussi juste une odeur, une sensation. Voilà. Le but, c'est de transmettre l'émotion, quoi. Voilà, c'est ça. Le réel, c'est avec, parce qu'on ne peut pas vivre sans, Judith. Ouais, c'est vrai. C'est beau. Magnifique. Dans quelles conditions vous écrivez, Nicolas Ray, pour être rentré un peu dans le réel? Avec un poncho. Non. J'ai un chapeau sur la tête aussi, ou pas? Et les Santiago. Oui, c'est ça. J'écris en fait le soir. J'écrivais le soir et puis la nuit. Maintenant, j'écris la journée en fait. Maintenant, j'écris la journée. Maintenant, c'est variable. Ouais. Oui, non, mais j'ai passé ma vie à écrire la nuit. C'est pour ça que je disais ça. Mais depuis que je vis dans l'Essonne, non, j'écris le soir. J'écris la journée, pardon. D'accord. J'ai du jus d'orange, non, du jus de citron, du jus de. Je sais plus ce que je dis. De l'orange et du citron en même temps. Du jus de pomme. D'accord. Des apérifruits ou des raisins, des hits. Vous savez ce que c'est des hits? On n'a pas le droit de citer de marque. Non, c'est des petites des cigarettes, mais en fait qui chauffent pour éviter le cancer de la gorge, voilà, etc. Ouais. Donc voilà, c'est moins mauvais que des vraies cigarettes. D'accord. Et voilà, et j'écris comme ça. Voilà. D'accord. Et vous écrivez combien de temps en moyenne? En combien de temps en moyenne? Ça dure combien de temps? Un livre, ça met 1 an et demi quand même. Ouais, c'est ça. Et c'est combien d'heures par jour alors? C'est tous les jours? Alors ça dépend, parce qu'il y a un premier jet qui se fait en 6 mois où j'écris en gros la trame, quoi. La trame. Et après, je pars écrire en résidence chez mon éditrice qui a une maison d'auteur à Vauvert, entre Nîmes et Montpellier, en pleine Camargue. Et là, je pars 1 mois et demi. Et là, j'écris 2-3 chapitres par nuit, en fait. Voilà. Et là, je fais le gros du livre. Et là, c'est la nuit. Et là, c'est vraiment la nuit. Là. Ouais. C'est la nuit, là. Ouais. Et à l'aube, je vais caresser les chevaux de Camargue au cœur des vignes et tout. C'est chouette. Mais vous avez ça en commun tous les deux, aussi, ce réel qui vous a poussé à rentrer dans votre chemin l'un et l'autre, quoi. Finalement, Karim Bouamrane aussi. C'était, comme vous l'avez dit vous-même, votre chemin, c'était une évidence finalement. Oui, mais moi, j'aime bien votre question, le réel et le rêve, le rêve et le réel. Faut s'inspirer du réel pour avoir ses rêves et on va puiser nos rêves dans le réel. Ça peut être les rêves qui nous emmènent au réel aussi. Ouais, c'est pour ça. Les deux s'alimentent. Et je discutais avec une gamine et un gamin d'une petite école, ils me disaient oui, monsieur le maire, nous on a des rêves et je pense que si on n'a pas de rêve, c'est compliqué de se lever le matin et d'avoir un carburant. Oui, il faut en avoir. Et moi j'invite toutes celles et ceux qui aiment leur pays, qui s'investissent à en avoir. Et tout est possible, mais pas pour tout le monde. Et c'est là où la puissance publique est importante. Parce qu'on est... Moi, je crois en ça, moi. Je crois que tout est possible, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire, pourquoi pas pour tout le monde? Parce que quand... Voilà, c'est simple. Quand on est en bonne santé, riche culturellement, riche financièrement, c'est vachement plus facile. Ça veut pas dire que... Mais c'est possible pour tout le monde quand même, non? Même si on n'est pas riche. Il faut la puissance publique parfois. Et pour pallier justement cet écart. Mais c'est là que l'État intervient, ou le gouvernement. Ouais, l'État intervient, mais l'État ne peut pas intervenir sur l'amour. Et ça, c'est en vieillissant, j'ai réalisé que, parce qu'avant je faisais des interviews en disant oui, qu'est-ce qui vous a permis d'avancer? La détermination, le travail et tout. Oui, mais ça c'est niveau 2. Je pense que niveau 1 c'est être aimé. Nicolas parlait souvent de son papa. Je pense que ce qui fait qu'on arrive à se construire. Vous apportez. Ah ouais, mais là c'est l'amour des parents et l'amour des siens. Si vous n'avez pas ça, du moins. Et l'amour des gens qui votent pour vous et qui vous suivent aussi. Voilà, je vais le mettre en positif. Ça, l'amour. Plus l'éducation, plus un petit peu de confort. Quand je dis confort, c'est que vous êtes en bonne santé et tout. Après, vous êtes intouchable. Vous démontez, vous ouvrez les montagnes après. C'est pour ça. Et vous avez raison. Et l'amour de ceux qui vous soutiennent. Ça, c'est ce que j'appelle les enfants, les bonnes ondes. Ça vous oblige à rester vivant, ça. Vos équipes, ceux qui vous entourent. Là, vous ressentez. Vous faites une bonne émission parce que vous sentez qu'on vous aime. Il y a des bonnes ondes. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais non, mais je veux dire, c'est. J'aime bien. Je connaissais pas Nicolas Ray, mais j'aime bien ce qu'il fait. Ça se sent. C'est interactif. De toute façon, la motivation de cette émission, c'est de donner et de transmettre. Exactement. Au bon endroit, effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, on n'a plus beaucoup de temps.
donc je vais vous poser la dernière question de cette émission. Alors, je ne sais pas par qui je commence. On fait un... Allez, on commence par vous, Karim. Le plus vieux, du coup, moi. Voilà. Karim Bouamran, que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? L'adulte qui parle à l'enfant... À ce petit garçon que vous étiez, là. Continue à rester sérieux sans te prendre au sérieux. D'accord, parce que vous preniez trop au sérieux quand vous étiez petit. Non, continue à rester sérieux sans te prendre au sérieux. Bouge pas, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. C'est-à-dire que la vie. Alors pour le coup, c'est un film, c'était Embrasser qui vous voudrez. Ah oui. La fameuse phrase de Jacques Dutronc à la fin. Ouais. C'est la vie, c'est drôle quand tu la prends en zigzag pour éviter que tu t'emmerdes. Ouais. Voilà, moi, ça a toujours été ça, moi. Donc je la prends en slalom et puis on se marre. Il n'y a rien à refaire si c'était à refaire. Bon, il y a des regrets dans le sens où j'aurais aimé que certaines personnes qui nous ont quittés, voilà, des amis très proches, de la famille, qui n'ont pas pu nous voir. Voilà, mais ça, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, voilà, ça, c'est le seul regret que je pourrais avoir, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et vous, Nicolas Ray, alors, qu'est-ce que vous diriez à cet enfant que vous étiez? Je m'attendais pas du tout à cette question, en fait. Je vous dirais, ça va bouger beaucoup, ça va bouger pas mal. Tiens-toi bien. Ouais, ça c'est trop tard en fait. J'aurais beau lui dire, il se tiendra jamais droit. Mais bon, il se tiendra toujours courbé, voûté. Mais non, ça va bouger pas mal. Tu vas désespérer souvent, mais tu vas voir, vers 50 ans, ça va s'arranger. D'accord. C'est à 50 ans que ça s'arrange. Ouais, sérieux. Ça y est, je suis bien. Avec le sourire. Ouais. Et ben, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. C'était une magnifique émission. On aime bien quand ça se passe comme ça sur Sud Radio. Merci à vous. Franchement, c'était très bien. Le dernier roman de Nicolas Ray, chers auditeurs, Crédit illimité, est sorti au Diable Vauvert et courez l'acheter vraiment. C'est très agréable à lire. C'est vraiment sympa. Merci beaucoup. C'est un très bon polar. Karim Bouamran, qu'est-ce qui se passe pour vous dans les jours qui viennent? Il y a une petite annonce à faire, un truc à dire? Plusieurs projets. Bon, déjà merci. Beaucoup de plaisir d'avoir été parmi vous. Une annonce, c'est on prépare les Jeux Olympiques, on prépare 13 000 mètres carrés qui vont s'installer à Saint-Ouen avec plein de commerces, la gourmande. Et puis toujours se dire rendre les gens heureux. Voilà, c'est ça. On se lève le matin, on essaie de faire ça. Bravo, c'est excellent, chers auditeurs. On a rendez-vous dimanche prochain à 19h avec de nouveaux excellents invités, évidemment, sur Sud Radio. La playlist de l'émission est en podcast sur sudradio.fr, vous le savez, puis la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci à Lucille qui réalise pour vous aujourd'hui et aux équipes de votre radio préférée, Sud Radio. Bisous les copains, à la semaine prochaine, c'était excellent. Avec Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com. valerty.com.